c'est parti, on est bon. C'est dimanche, c'est 10h, c'est bon, on n'a pas le temps, on a quand même d'autres trucs à faire. Là, j'ai bien tapé. Alors, est-ce que le marché s'est trompé? Ne s'est-il pas emballé pour rien? Qu'avons-nous appris cette semaine de l'actualité économique? Quid de la suite? News, stratégie, plan, psychologie, bonne humeur. Et d'ailleurs, merci à chacun d'entre vous d'y contribuer, à quelques exceptions près. Macro et technique, oui, on fait les deux en même temps. Toute la planète financière mondiale n'attendait qu'une seule chose cette semaine, le NFP. En attendant, Jérôme Powell en a profité pour jouer avec le marché, et ce, à 2 reprises. La première, c'était devant le Sénat. Il a rappelé que le taux terminal s'éloigne encore un peu plus. Concrètement, ne vous attendez pas à ce qu'on s'arrête à 5%, 5,5%. On ira peut-être même au-delà même de 6% peut-être. Oui, le processus de désinflation a commencé, mais il a ajouté qu'il y a plus de création d'emplois, des dépenses plus élevées, ce qui devrait encore augmenter l'inflation. En tout cas, ça ne contribuera pas à la faire baisser. Et pour ça, il a encore du travail. Il est donc prêt à mettre des taux d'intérêt plus importants. Et là, souviens-toi ce qu'on avait dit la semaine dernière lorsqu'on avait eu ce rebond sur les indices américains pendant 2 jours d'affilée. C'était jeudi et vendredi. Pourquoi le marché se trompe? Alors, quand je dis le marché se trompe, c'est plus dans le sens où il monte dans le vide, sans alignement des planètes, comme je l'ai expliqué lundi par exemple dans le carnet de bord, sans un dollar américain qui se détend, sans un taux à 10 ans qui se détend. Et après les propos de Jérôme Powell cette semaine, le marché s'est dit « Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, mais en fait, c'était vrai. Ah, d'accord. Autant pour moi, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Ok. Non, mais c'est parce que ça m'était sorti de la tête, parce que genre, il avait pas l'info. Et tout de suite, après ces propos, les probabilités de hausse des taux ont explosé. On est passé de 30% à 80% d'anticipation d'une double hausse des taux pour la prochaine réunion de la Fed le 22 mars. Le dollar américain s'est extrait par le haut de ce fameux range qu'il fallait surveiller, ce qui devait entraîner un recul des actifs risqués. On repasse sous les zones de polarité qu'on avait vu semaine dernière aussi ici et là. Je remets donc la casquette rouge sur mon crâne chevelu. D'ailleurs, on a même 5% de probabilité que les taux soient à plus de 6% d'ici la fin de l'année. Le marché s'est donc bien emballé. Et le lendemain, Jérôme Powell, qui a probablement l'information que les marchés se sont complètement boités après ses propos, il intervient une nouvelle fois, cette fois-ci devant la Chambre des représentants. Ladies and gentlemen, welcome in the Reserve Federal, welcome in the Federal Reserve. Voilà. Et mon anglais s'arrête là, je vais le faire en français parce que ça sera plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. On se calme, be quiet. Je n'ai pas dit dans ce que j'ai dit hier jusqu'où ira la hausse des taux, ni pendant combien de temps? Parce que je suis data dependent. Traduction, je ferai en fonction des chiffres qui vont tomber au cours de ces prochains mois, quoi. Et son discours n'a pas suffi. Et ça nous a même permis d'ailleurs sur l'indice Dow Jones, sur lequel on a réenclenché la casquette rouge et donc charbonné à la vente, d'atteindre l'objectif des 32 100 points. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. J'ai donc recharbonné à la vente les indices américains et en cours de semaine, je m'étais fixé comme objectif 32 500 sur l'indice Dow Jones, la borne basse de ce range daily. Et là, je reprends mes notes, sont mes notes, mon carnet de bord et les autres plans que j'écris pour garder cette ligne directrice que je m'étais fixée. Et là, je me souviens que dimanche dernier, on avait vu ça. Et d'ailleurs, même, j'ajouterai, si on repasse en dessous de la bougie impulsive haussière qu'on a eu jeudi sur les 3 indices américains, c'est celle-là, là. Pour moi, ce sera un signal fort que le marché va enfoncer ses zones support et qu'on ira plus bas et que finalement, nous n'étions que dans un rebond technique. On retrace justement cette bougie verte. Et là, je me dis, non, mon coco, tu vas pas sortir maintenant. Minute papillon. On a dit que si on retraçait la bougie verte de jeudi dernier, alors ce serait un signal fort qu'on allait péter les supports. Et en plus, ça rime. Je réajuste mon objectif 400 points plus bas, 32 100. Ça va bien se passer. On suit les plans jusqu'au bout. On se fait confiance. L'objectif a été atteint dans la foulée. Comme quoi, lire ces plans qui sont écrits noir sur blanc, se les rappeler et s'y tenir vraiment, c'est fondamental. Et j'ajouterai que le fait de vous les partager, que ce soit ici ou là, en gros c'est soit ici, soit sur IVT, soit en live sur Twitch, soit le matin en morning mood, donc c'est ici et là quoi.
ça m'oblige aussi de les respecter jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est faire ses plans à froid le dimanche par exemple, ici ensemble au calme quand les marchés sont fermés. Ça évite de se dire quand on est dans l'action, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, ça bouge beaucoup, de se dire à chaque bougie 5 minutes, ah mais non mais je sors, j'allège, ah non je reprends, je ressors, je reprends, et au final de couper trop tôt. Donc bien se souvenir que tout ce qu'on fait, faisons-le pour nous, avec ceux qui nous inspirent, ceux qui nous soutiennent, sans chercher à faire l'unanimité et à plaire à tout le monde. Parce que ça ne fonctionne pas. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Alors j'y suis allé jusqu'au bout et c'est aussi grâce à vous qui m'incitez à continuer à faire ces partages et en particulier cette espèce de débrief hebdo que j'essaye de faire en légèreté, mais aussi dans lequel finalement il y a des vraies infos. Alors oui, je vous le dis, merci aussi à vous. Allez, direction le Japon. Oui, la Banque centrale du Japon s'exprimait dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que j'engageais 2 jours plus tôt une vente sur le Nikkei au contact de la borne haute du range 2022 qu'on a acheté en bas, qu'on a revendu en haut et on y est encore. Je vais continuer à travailler cette zone. La Banque centrale du Japon a finalement maintenu sa politique de rachat d'obligations pour contrôler les rendements. Rien n'a changé. Aucun impact sur les marchés. Et on verra avec le nouveau gouverneur qui succédera à... Alors, comment ça se prononce Haruhiko Kuroda. Et donc, vendredi, nous avons le rapport de l'emploi mensuel aux États-Unis qui est tombé. Oh, le NFP, bah alors. Et le marché en attendait beaucoup pour pouvoir ajuster le curseur sur ses anticipations de taux d'intérêt et donc de politique monétaire. Une bonne nouvelle aurait été probablement négative pour les marchés puisque le marché se serait dit « Ah, il y a encore beaucoup de création d'emplois, donc la Fed a la marge de manœuvre pour augmenter un peu plus ses taux directeurs. » C'est ce qu'on appelle le « good news is bad news ». Et effectivement, nous avons eu 311 000 créations d'emplois. On en attendait 224 000. Sauf que dans le même temps, il y a deux sauf que. 1. Le taux de chômage aux États-Unis est à 3,6%. On l'attendait à 3,4%. Et surtout, on a une hausse de taux de salaire qui n'a augmenté que de 0,2%. On l'attendait à plus 0,3%. Donc, moins d'inflation. Et ça pourrait donc permettre au marché américain d'arrêter temporairement l'hémorragie qu'il a connue tout au long de la semaine. J'y reviendrai un peu plus tard. La grande problématique du moment, c'est l'inversion de la courbe des taux entre le taux à 2 ans et le taux à 10 ans. C'est un indicateur avancé de récession pour les 18 à 24 mois à venir. Et lorsque cette inversion de courbe des taux dépasse les 100 points de base, statistiquement, et ce depuis 1980, la récession arrive 8 mois après. Et ça, on va pas se le cacher, c'est pas de nature à être positif sur les marchés. Là, j'ai bien tapé. Alors que j'ai repris encore une fois une grande partie de cette baisse sur les indices américains et que Rodolphe continue à travailler à la vente l'indice allemand DAX, il en a parlé dimanche dernier et je crois qu'il a continué à le faire d'ailleurs, mais il est où Rodolphe? Il est où? Je crois qu'on l'a trouvé. Ouais. Coucou mon Xav. Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. J'espère que vous passez un excellent début de dimanche matin. Moins présent pour ma part actuellement sur les réseaux. Vous avez pu le remarquer pour la simple et bonne raison que oui, je suis chaud bouillant. Mais oui, la période actuelle, premier point, je tiens à vous rassurer, elle est compliquée. Difficilement lisible sur un peu tous les actifs. Donc encore une fois, Xav, chapeau bas pour toutes tes ventes sur les marchés américains parce que c'était vraiment les bons chevaux, c'était eux qu'il fallait vendre. Ça arrive comme ça. Pour ma part, comme je vous le disais, encore une semaine compliquée, même si elle se termine à merveille, mais ça a été dur, ça a été difficile. Énormément de travail, énormément de patience, énormément de discipline, énormément de persévérance. Il faut y croire, c'est compliqué, il faut affronter toute la psychologie de toutes celles et tous ceux qui pensent et qui voient complètement l'inverse de fou graphiquement, et parfois ils ont raison, donc je suis obligé de tenir compte, même si ça m'impacte beaucoup moins qu'il y a quelques années, je suis obligé de tenir compte de leurs avis. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, donc on va pas revenir dessus, bravo pour tes US. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de choses sur le marché de l'emploi, mais notamment je vois beaucoup d'impact sur les marchés obligataires, les marchés de taux, des impacts qui me rassurent un peu. Je l'ai dit sur IVT vendredi via une notification, je vois pour l'instant finalement, enfin peut-être, des marchés américains qui pourraient s'en rebondir vraiment de manière impressionnante, mais qui pourraient se stabiliser, voire rebondir un petit peu, et finalement avoir une décorrélation inverse
parce que vous l'avez remarqué, hein, depuis quelques semaines, les US font que baisser alors que l'Europe tient très bien, voire ne fait que monter. Et donc on pourrait avoir finalement enfin une décorrélation inverse avec des US qui tiennent et une Europe qui a plus de mal à monter. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, rapidement je fais en point pour essayer de ne pas m'éparpiller parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et finalement il faudrait peut-être que j'intervienne un peu plus longtemps en vidéo avec Xav, mais bon, le but aussi d'un débrief hebdo c'est que ça soit court, rapide, constructif, bienveillant, que ça vous donne des points importants et intéressants. J'ai continué de travailler mon plan sur le DAX, je vais continuer de le travailler tant qu'on reste sous ces fameux 15 008, 16 000, tous les rebonds, je continue de vendre le DAX, ce que j'ai fait toute la semaine. Alors encore des rebonds vendus pour ma part sur 15 006, 650, finalement ça m'a permis vendredi de faire une excellente journée, mais on a la figure graphique la plus compliquée à trader pour les investisseurs et pour les traders sur un marché. Le marché allemand évolue dans un porte-voix journalier. Sur certains graphes, il est très propre, sur d'autres un peu moins. Il est à la limite plus propre en ce moment sur le CFD que sur le cash ou le futur. Mais ce porte-voix, ou ce qu'on peut appeler, vous pouvez regarder sur Google si ça vous intéresse, un biseau d'élargissement journalier, c'est-à-dire que c'est très dur parce que ça demande psychologiquement vraiment de tenir son plan et de ne pas inverser sa psycho et ses émotions H24. Qu'est-ce que c'est un porte-voix? Eh ben c'est, vous le voyez, on pourrait très bien remonter sur 15 008, 15 009 et pourtant toujours être dans ce porte-voix. Le bas du porte-voix journalier actuellement, il est autour des 15 000, 15 100. Peut-être qu'on va aller le chercher en début de semaine prochaine, mais c'est pas parce qu'on va le chercher que tout mon plan swing sera gagné. On pourra très bien rebondir fortement sur le bas de ce porte-voix et si on rebondit fortement, eh ben je revendrai à nouveau. Bon bref, vous l'aurez compris, les évolutions qu'on peut faire. Et puis un jour, il est possible, probable, que finalement, après de multiples rebonds graphiques chartistes dans ce porte-voix, finalement il cache par le bas et qu'on retourne vers les 14 000, 14 500 points. Voilà tout pour ce que je voulais vous dire sur le DAX. Semaine aussi très compliquée pour moi de manière psycho sur le gold. J'ai une grosse position acheteuse sur le gold. S'il passait, s'il s'installait sous les 1800 $, alors il fallait, et il aurait fallu, et je vous l'aurais dit, prendre une partie de ses pertes. Au final, il y en a, ils me le souhaitent, parfois ça me fait doucement rigoler. Et finalement, il a tenu ce fameux niveau des 1008. Il a fait une belle clôture vendredi, belle clôture journalière, hebdomadaire. Voilà, j'y crois toujours au gold. Il m'a pas invalidé. Et tant que mon plan n'est pas invalidé, je persévère. Et j'espère vraiment cette année voir les 2000, 2003, voire 2500 $. Sur le gold. Et enfin, je terminerai ce petit aparté rapide. Xav et FT vous le mettront certainement au x2 parce que c'est un peu long. Par les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, j'en reparlerai dans mon Telegram où je ne suis pas intervenu depuis une semaine. Je ferai un point prochainement. Les crypto-monnaies, clairement, c'est décevant. Même si on tient les 1350, 1400 sur le TH et les 20 000 sur le Bitcoin qui sont vraiment des gros niveaux graphiques pour une stratégie prochaine. On voit les altcoins qui retombent nettement, bêtement, comme d'habitude. Des mouvements vraiment pas construits. C'est dommage. Et ça a rajouté à ma difficulté. Même si aujourd'hui, en termes de poche active sur les crypto-monnaies, je vous le dis, je suis investi qu'à hauteur de 25-30%. Donc je ne souffre pas trop pour une fois de cette rechute. Je ne parle pas du long terme, je parle de la poche active. Et je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Je vous donne 2-3 petites idées. Matic, pour moi, reste solide. RNDR, même si elle est beaucoup retombée, reste solide. SNX, je suis déçu, je referai un point dessus. Océan, reste solide. Dusk, reste solide. ATA, reste solide. Voilà, je vous donne 2-3 petites cryptos que vous pouvez regarder. Si une reprise sur les moyennes mobiles à 20 semaines, parce qu'on est sur les MM20 hebdo, ça repart, ça peut être des cryptos à suivre. Je vous le répète, RNDR, Océan, Matic, Dusk, ATA, LRC, etc. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de dimanche. Je vous embrasse bien fort. Désolé pour un peu de longueur, mais il fallait que je fasse un point important, global, sur à peu près tout. Au final, je conclurai également en disant ne pas oublier les actions qui pourraient revenir. Certaines actions comme Trigano, Seb, sur des points d'entrée intéressants. Il y a encore un peu de temps, un peu de marge. Ciao, ciao. Il y a donc plus de carburant en Europe, avec certes toujours une surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, mais qui pourrait s'estomper. Un contexte économique qui se tend à nouveau, qui ne permet pas d'avoir suffisamment de visibilité pour se dire ok, tout va bien se passer, j'achète tout là-haut pour viser encore plus haut, c'est-à-dire accessoirement des nouveaux records historiques. Charge la mule, Martine. On va tout péter là-haut, c'est sûr. L'indice CAC 40 n'a plus de jus et il pourrait même sortir par le bas du range dans lequel il évolue depuis à peu près un mois, c'est-à-dire sous les 7190 points. La zone d'achat swing est toujours un peu plus basse, autour des 6800, 6700 points. Même chose pour l'indice allemand DAX, même si lui est un peu plus fort que le CAC. Alors sur les indices américains, la situation est différente. Alors, depuis des semaines, vous le savez, hein, je ne travaille qu'à l'avant de ces indices parce que c'est les plus faibles. Et généralement, quand on tape sur les plus faibles, t'as plus de chances de réussir que l'inverse. Petit moyen mémotechnique. Ça a parfaitement fonctionné. Le Dow Jones a perdu 6%. 2000 points. Même chose hein, pour ses copains, le SP500 et le Nasdaq, à quelque chose près. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est quasiment opposée à ce qu'on avait vu dimanche dernier. Je m'explique. Dimanche dernier, on disait, tiens,
Les indices américains, ça fait 2 jours, ils montent, alors que le dollar américain reste fort. Pareil pour le taux à 10 ans qui flirte avec les 4%. Et là, il y a un problème, le marché se trompe, entre guillemets. Puis derrière, finalement, les indices américains ont corrigé. Et aujourd'hui, c'est donc l'inverse. On a un dollar américain qui rebaisse fort, un taux à 10 ans qui se détend à 3,70%, on était à plus de 4%, et sachant qu'on a quand même beaucoup perdu depuis ces dernières semaines. On pourrait donc avoir une décorrélation inverse cette fois-ci entre les indices américains et les indices européens. Des indices américains finalement qui ne baissent plus trop, voire même qui tendent à remonter, et des indices européens qui corrige un peu plus. Alors, pour le moment, il n'y a pas de confirmation, mais disons que c'est une hypothèse de travail à garder en tête. Je n'ai donc absolument plus de plan à la vente sur les indices américains pour le moment. Est-ce que c'est le moment de revenir à l'achat? Eh ben, pourquoi pas? Alors, il faudra quand même donner des signaux importants. On le verra tout au long de la semaine, c'est-à-dire des ruptures des plus hauts de la veille, des signaux sur des unités de temps relativement longues, au moins sur du H4, au travers de ce qu'on peut appeler de breakout, rupture des plus hauts de la bougie précédente. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Il n'y a pas besoin systématiquement d'être toujours en position sur le marché, sur un actif, d'avoir un trade systématiquement directionnel. On peut jongler entre les différents actifs qui nous inspirent sur des plans qui se déclenchent, c'est pas juste du feeling, de l'inspiration, on a compris le principe. Vendre par exemple les plus faibles, acheter les plus forts, travailler des zones clés sur des indices comme par exemple sur le DAX, et ce depuis un mois, comme par exemple sur le Nikkei depuis un an, travailler un flux baissier au quotidien ou haussier, revenir à l'achat sur des zones clés, daily, sur lesquelles l'actif en question nous donnera des signaux bien évidemment. Ce n'est pas parce que je ne suis plus vendeur sur les indices américains qu'on peut pas aller plus bas et que je serai forcément frustré de ne pas avoir conservé mes positions. Je rappelle qu'on n'achète que très rarement le point bas et en plus de ça, vendre de manière quasiment simultanée le point haut et encore moins les deux sur un seul trade. C'est la pire des choses à faire. À faire dans le sens, bien évidemment, si tu chopes le point bas et le point haut, tant mieux. Mais en tout cas, à chercher. C'est impossible et même c'est dangereux. Plutôt que de vouloir accompagner le plus longtemps possible des mouvements de marché sur des unités de temps qui nous correspondent. Le but, c'est d'accompagner le plus longtemps possible une tendance en comprenant ce qu'on fait avec la compréhension également du contexte et de continuer tant que ce n'est pas invalidé. C'est pour ça qu'on utilise notamment l'analyse technique. Et de poursuivre son plan tant qu'on n'a pas tort. Alias Bibi charbonné. Continuer à travailler une pause tant que le marché me donne pas je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, l'inverse. Et aussi se fixer des objectifs ambitieux, certes, tout en gardant quand même l'objectivité, ne pas avoir des œillères et des convictions absolument fortes, en regardant justement ces fameux actifs, comme on le fait ensemble par exemple avec le dollar ou le taux à 10 ans, pour comprendre que peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose. Là, j'ai bien tapé. Mauvaise nouvelle pour SBV, une banque californienne. Son boulot, c'est de financer les entreprises de la tech. Le problème, c'est que beaucoup d'entre elles sont en galère avec ces resserrements monétaires. SVB a dû vendre pour 21 milliards de dollars d'actifs financiers, en faisant au passage une perte de 1,8 milliard de dollars. Et pour essayer de compenser, elle a essayé de faire une levée de fonds de 25 milliards de dollars. Et ça, c'est surtout aussi pour faire face à un bank run. En plus de ça, on a l'agence de notation Standard & Poor's Global Rating qui a abaissé sa note, puisque la banque pourrait faire face à de plus en plus de retraits. L'action perd 40%. En France, Euronext a exclu McPhy Energy pour faire entrer Beneteau, Mersenne et Voltalia. Et ce, dans l'indice SBF 120. Ça, c'est pour le 20 mars. Dassault Aviation, quant à elle, a publié des records historiques. Plus de 20 milliards d'euros de commandes en 2022, en hausse de 74%. Les commandes de Rafale ont explosé. D'ailleurs, j'en ai même commandé un moi aussi. Elle a vendu 92 avions neufs en 2022, alors qu'elle avait vendu jusqu'ici 133 avions, donc le Rafale, depuis la mise en service de l'appareil. Et puisqu'on parle de Rafale, nous allons basculer. Nous sommes une entreprise à taille humaine qui a survécu aux plus grands conflits mondiaux. Nos valeurs, la paix dans le monde, l'écologie, la réduction du chômage grâce à la création de 24 000 postes. Nous aidons nos clients à mieux atteindre leurs cibles grâce à nos 6 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et oui, on vend des armes.
Rheinmetall qui va entrer dans l'indice allemand DAX. Ça, c'est pour le 20 mars. Et bien entendu, un fabricant d'armes va remplacer Fresenius Medical Care. Au chiotte la santé, on veut du fight. On n'est pas là pour eux. Là, j'ai bien tapé. Ça décroche sur le marché des crypto-monnaies en suivant ce qui se passe sur les indices américains. On s'enfonce sous des supports clés, ceux dont on avait parlé la semaine dernière. Ces fameux bas de range qui préservaient encore la dynamique haussière et cette tendance primaire haussière qu'on avait connue depuis le début de l'année. Alors, faut-il tout jeter? Pas forcément, mais clairement, ça met un coup d'arrêt à la dynamique qui était bien en place jusque-là. Alors un arrêt de l'hémorragie qu'on a sur les indices américains pourrait permettre de stopper également cette baisse sur les cryptos et au moins dans un premier temps de stabiliser la situation. Encore faut-il sur la capitalisation totale réintégrer cette zone. D'ailleurs, on a même l'Ether qui est revenu sur cette zone clé des 1400 $. On en avait parlé dimanche dernier, zone d'achat qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante que tout là-haut. Mais encore faut-il qu'il repasse les 1450 $, ce qui permettrait ensuite d'avoir tout simplement un niveau d'invalidation sous les derniers plus bas. Alors, premier objectif déjà, 1500 $, ce serait pas mal. Mais je le disais encore une fois la semaine dernière et ça se confirme aujourd'hui. Certes, l'analyse technique nous montre qu'il n'y a pas non plus de dégradation majeure. Ce sont des dégradations sur des unités temps courtes, sur du daily. Et ce, même si on est passé sous ces paliers. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le contexte, notamment économique, ne permet pas d'envisager le franchissement de ces gros plafonds là, ces grosses zones de résistance qu'on a au-dessus de la tête et qui ont été ralliés justement en début d'année. Le marché crypto risque d'être encore incertain, volatile, capricieux, aussi bien d'ailleurs dans les phases de hausse que dans les phases de baisse. Et je le répète encore aujourd'hui que réduire l'activité, c'est vraiment l'option privilégiée pour éviter de se faire balader, d'éroder son capital, de perdre son énergie. J'ai moi-même, et d'ailleurs en toute transparence cette semaine par exemple, payé BNB, Binance Coin, qui était sur un beau niveau ici, bas de range, tendance primaire haussière. C'est une zone d'achat, j'attends un petit signal. Il y a eu un petit signal d'ailleurs en daily et rapidement le signal a échoué. J'ai mis un niveau d'invalidation juste en dessous, j'ai perdu 3% sur la position. Terminé, je passe à autre chose. Mais pour tout vous dire, c'est tout ce que j'ai fait finalement cette semaine sur les cryptos. Alors ça veut pas dire, attention, qu'il faut abandonner, loin de là. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas scruter le marché au quotidien et qu'il ne faut pas garder cette discipline. Ça veut dire simplement qu'il faut être patient dans un contexte de marché qui n'est pas dynamique. J'en suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Il nous faut des signaux positifs sur des zones clés. Et pour le moment, il n'y en a pas. Je reste, bien entendu, et toujours optimiste, mais peu actif. Et encore une fois, une tenue des indices américains qu'on pourrait avoir, d'autant plus avec tout ce qui s'annonce la semaine prochaine, ça pourrait permettre d'avoir quelques opportunités. Je vous en ai donné une, par exemple, l'Ether. On arrive sur une zone, ça peut être intéressant. Surtout si on a été patient justement avant. Oui, parce que la semaine prochaine, ça va être très sportif. Ça va être très chaud. Entre l'inflation aux États-Unis qu'on aura mardi. D'ailleurs, on fera probablement un live Twitch au même moment, donc n'hésitez pas. On fera ça en direct. Et ce chiffre-là nous donnera forcément une ligne directrice pour la suite, pour pouvoir anticiper justement, est-ce que la Fed va faire une double hausse des taux, simple hausse des taux, 6% à la fin de l'année, 5,75? Est-ce qu'elle va faire une hausse de taux encore plus forte? Et donc, on va remettre un flux baissier, une nouvelle jambe et il va falloir travailler à la vente? Ou est-ce que finalement le dollar américain va s'affaiblir si jamais le chiffre est bon et donc permettre aux indices américains de rattraper leur retard par rapport à l'Europe? Et justement, jeudi, en plus de ça, nous allons avoir la Banque Centrale Européenne qui va s'exprimer au travers de Cricri, Christine Lagarde. Ça, c'est pour les indices européens. Et enfin, très important, n'oublions pas le pouce vers le haut. Et ça, c'est pour la force. Eh oui, c'est déjà terminé. Merci à vous. En tout cas, ça me fait plaisir vraiment de faire ces débriefs hebdo tous les dimanches. 50 000 abonnés en approche. En tout cas, on va continuer comme on est. Ça fera pas plaisir à tout le monde. Mais on s'en fout. Ciao!